Quand on pense à l'identité économique de Montréal, un mot vient tout de suite à l'esprit, aéronautique. On la place sur le podium mondial aux côtés de géants comme Seattle et Toulouse. Oui, c'est l'image qu'on a tous en tête. Mais voilà, les sources qu'on analyse aujourd'hui, qui viennent de wikiresidence.ca et infodrone.ca, suggèrent que cette image, aussi juste soit-elle, est incomplète. Très incomplète, oui. Il y a une autre facette, une force complémentaire, beaucoup plus discrète, mais qui est tout aussi structurante, l'industrie de la défense et de la sécurité. Et c'est là que ça devient intéressant. Exactement. Les documents ne parlent pas de deux industries qui coexistent, mais d'un véritable écosystème intégré. Alors, notre mission aujourd'hui, si on veut, c'est de comprendre comment cette synergie, ce moteur à deux temps, façonne très concrètement le territoire montréalais. Et on va au-delà des grands chiffres, du PIB. L'idée, c'est de voir comment ça influence le prix d'un condo au centre-ville, le tracé d'une nouvelle ligne de transport. Et même les programmes offerts dans nos universités. C'est un décryptage de l'ADN industriel double de la ville. Parfait. Alors, commençons par le côté le plus connu, la vitrine mondiale de Montréal, l'aéronautique. C'est la base de sa réputation. C'est le point de départ incontournable, la face visible de l'iceberg. Quand on cite des noms comme Bombardier, Pratt & Whitney, KE, Ou le fait que Montréal accueille le siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. c'est ça, on parle du socle sur lequel tout le reste est construit. Ce sont des noms qui ancrent la réputation de la ville dans le monde entier. Absolument. D'accord, on a les grands noms, les logos sur les édifices, mais est-ce qu'on parle juste de prestige ou est-ce qu'on peut tracer une ligne directe entre, disons, l'usine de Pratt & Whitney à Longueuil et le prix d'un bungalow dans le quartier d'à côté? Ah, la ligne est non seulement directe, elle est très claire. Les chiffres d'Aéro Montréal parlent d'environ 42 500 emplois directs. Mais le chiffre clé, c'est pas tant le nombre d'emplois. C'est le salaire? C'est le salaire moyen, qui est bien supérieur à la moyenne québécoise. On parle d'une masse critique d'ingénieurs, de techniciens spécialisés, de gestionnaires, Qui ont un pouvoir d'achat très élevé. précisément, et qui cherchent à se loger, évidemment. Et c'est là qu'on voit l'impact sur l'immobilier. Oui, et les sources identifient des zones très précises. On voit une pression immobilière constante dans l'arrondissement Saint-Laurent, qui est un hub majeur, mais aussi sur la rive sud, autour de Longueuil, et au nord, près de Mirabel. Des bassins d'emploi directs. C'est ça. La demande pour des maisons unifamiliales, des copropriétés de qualité dans ces secteurs est structurellement forte. C'est pas une fluctuation du marché, c'est une conséquence durable de la santé de cette industrie. Les gens veulent vivre près de leur travail et ils en ont les moyens. Donc l'industrie sculpte déjà la carte résidentielle de la métropole. Et pour faire venir ces talents, il faut une porte d'entrée sur le monde. La source décrit l'aéroport Montréal-Trudeau comme le principal moteur logistique. C'est le cœur du système. Les 20 millions de passagers annuels avant la pandémie, c'est pas juste un chiffre touristique, hein. C'est un indicateur de connectivité mondiale qui est essentiel. Un ingénieur de Toulouse ou un cadre de Seattle doit pouvoir venir facilement. Voilà. C'est cette fluidité qui permet d'attirer et de retenir les cerveaux. Mais ce qui cimente vraiment l'avenir, c'est ce qui se passe loin des pistes aériennes. Les investissements en recherche et développement. Le chiffre de 1,7 milliard de dollars par an est mentionné. C'est colossal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça veut dire que l'écosystème ne fait pas que produire, il se réinvente sans cesse. Cet argent, ça sert pas juste à optimiser une chaîne de montage. Ça finance des labos, des partenariats avec les universités? Exactement. Polytechnique, McGill, des essais de nouveaux matériaux, des logiciels d'IA pour la gestion du trafic aérien. Chaque projet d'expansion, comme chez CAE, c'est pas juste un nouveau bâtiment. C'est la promesse de nouveaux contrats qui justifient de nouvelles routes, de la fibre optique. Et ces infrastructures, au final, profitent à tout le monde. C'est un cercle vertueux de développement. Ça augmente la valeur des terrains autour. Et ce cercle vertueux, il ne tourne pas tout seul apparemment. La source suggère qu'il y a un second moteur, plus discret, qui le fait tourner encore plus vite. On arrive à la facette défense et sécurité. C'est le cœur de l'argument. Il ne faut pas voir ça comme deux industries séparées. L'avantage compétitif de Montréal, c'est l'effet multiplicateur entre les deux. Comment ça? Une entreprise comme CAE ou Pratt & Whitney, c'est pas une entreprise aéronautique au sens strict. Ce sont des entreprises technologiques qui opèrent à la fois dans le civil et dans le militaire. C'est ce qu'on appelle la double application des technologies. Double application. Ok, ça sonne un peu technique. En pratique, ça ressemble à quoi? L'exemple le plus simple, c'est le GPS. C'est une technologie développée au départ pour des besoins militaires, et aujourd'hui, on l'a tous dans nos téléphones. D'accord. Montréal applique ce principe à des technologies beaucoup plus complexes.
Une percée en IA pour un simulateur de vol de chasseur peut être adaptée pour un système d'aide à la décision pour un pilote d'avion de ligne. Pour rendre le transport civil plus sûr. C'est ça. C'est un dialogue technologique permanent entre les deux secteurs. Donc ça veut dire qu'on n'attire pas seulement des ingénieurs qui savent concevoir une aile d'avion. L'écosystème de talents devient beaucoup plus large. Exactement. La région devient un pôle pour des experts en cryptographie, en cyberdéfense, en intelligence artificielle, des compétences transversales, critiques pour le futur. L'écosystème devient plus profond, plus diversifié et, surtout, Plus résilient. beaucoup plus résilient. Et c'est là qu'on touche à un point fondamental pour la stabilité économique. C'est-à-dire? Pensez-y. Quand une pandémie cloue au sol 80% de la flotte aérienne civile, un ingénieur de Montréal spécialisé en avionique se retrouve pas forcément au chômage. Son expertise est tellement précieuse pour des projets de drones militaires ou de systèmes de communication par satellite. Que son employeur peut simplement le réaffecter. Voilà. C'est un filet de sécurité économique que très peu de villes au monde possèdent à cette échelle. Si le civil ralentit, la défense, qui répond à des cycles géopolitiques plus longs, prend le relais. Une sorte d'assurance-emploi intégrée à l'échelle de la métropole. Les chiffres nationaux le confirment d'ailleurs. En 2022, l'industrie canadienne de la défense a contribué pour plus de 9,6 milliards au PIB. Montréal en récolte une part significative. Et il y a un détail frappant dans les sources à ce sujet. L'intensité de la R&D dans le secteur de la défense est environ 4 fois plus élevée que la moyenne de l'industrie manufacturière. 4 fois! Oui, et ces investissements, plus de 440 millions par an, ne restent pas dans les labos des entreprises. Ils irriguent directement les universités montréalaises, finançant des chaires de recherche, des projets étudiants. C'est un transfert de connaissances qui stimule l'innovation bien au-delà des applications militaires. D'accord, je commence à voir comment ces deux forces s'alimentent l'une l'autre. Mais j'essaye de visualiser l'impact sur la forme même de la ville. On a ces méga-usines en périphérie. Logiquement, on pourrait s'attendre à ce que ça vide le centre au profit de la banlieue. Oui, on pourrait le croire. Pourtant, les documents suggèrent que ça produit l'effet inverse, que ça densifie aussi le centre. Comment ça fonctionne, ce paradoxe? C'est une excellente question parce que c'est là qu'on voit l'écosystème urbain en action. Les sources décrivent un double mouvement. Le premier, c'est celui que vous avez identifié, l'urbanisation périphérique. Saint-Laurent, rive sud, rive nord. C'est ça. Ces lieux deviennent des pôles d'attraction qui stimulent la création de communautés axées sur l'emploi. Ça crée une demande pour des logements, des écoles, des parcs, des services. La ville s'étend pour suivre le travail. Exactement. Mais en parallèle, il y a le deuxième mouvement, la densification centrale. Il ne faut pas oublier que le centre-ville et l'ouest de l'île accueillent les sièges sociaux, les firmes d'ingénieurs conseils. Et bien sûr, l'OACI, avec ses milliers de délégués internationaux. Précisément. Et ces cadres, ces experts, ces consultants, eux, recherchent souvent un mode de vie plus urbain. Ils alimentent la forte demande pour les condos au centre-ville. Donc si je résume, les usines en périphérie créent le besoin d'infrastructures lourdes et les bureaux au centre justifient les investissements dans les transports en commun pour relier le tout. C'est une très bonne façon de le voir. Un projet comme le REM, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale qui connecte les deux pôles de cet écosystème. Oui, sans cette double demande, ces projets seraient beaucoup plus difficiles à justifier. De plus, les besoins industriels en périphérie pour des infrastructures robustes. Fibre optique, réseau d'énergie sécurisé. Voilà. Une fois que c'est construit pour l'industrie, ça bénéficie aussi aux zones résidentielles qui se développent autour. Les citoyens profitent indirectement de la qualité des services. Pour rendre ça encore plus concret, les sources donnent des exemples d'entreprises qui incarnent cette synergie. CAE, c'est probablement le cas le plus emblématique. C'est le cas d'école parfait. J'ai eu la chance de visiter leurs installations et c'est saisissant. Dans une salle, vous avez un pilote d'Air Canada qui s'entraîne à gérer une panne moteur sur un simulateur de Boeing 787. Ok. Et littéralement dans la salle d'à côté, un pilote de l'armée de l'air allemande est aux commandes d'un simulateur de F-35 en mission de combat. La même technologie de base. Le savoir-faire en réalité virtuelle, en modélisation de systèmes complexes, en IA, c'est ça la synergie de Montréal en action. La même expertise fondamentale appliquée à deux marchés différents. Et ce n'est pas un cas isolé, j'imagine. Absolument pas. Prenez Pratt & Whitney Canada. Leur moteur équipe des jets d'affaires civiles de pointe réputés pour leur silence et leur efficacité. Mais ils équipent aussi des appareils militaires? Des hélicoptères, des avions de transport qui doivent opérer dans des conditions extrêmes, du désert à l'Arctique. La robustesse exigée par le militaire pousse des innovations qui, au final, rendront les moteurs civils plus fiables. Même Bombardier, qui est aujourd'hui principalement axé sur l'aviation d'affaires, est mentionné. Comment s'intègre-t-il là-dedans?
Ben, même si leur production est civile, la source souligne que leur expertise en conception et en intégration de systèmes avioniques très sophistiqués est, et je cite, hautement pertinente pour la défense. Leur savoir-faire de base, en fait. Cette capacité à gérer des projets d'une immense complexité est un atout stratégique qui les maintient au cœur de cet écosystème de talents. Et il y a aussi des joueurs moins connus du grand public, j'imagine. Oui, des piliers comme L3 Harris en système de communication ou Rheinmetall Canada en système terrestre. Ce sont eux qui renforcent toute la base manufacturière. Le point à retenir, c'est ce chevauchement constant. La force de Montréal, c'est ce maillage très serré où les compétences, les technologies et la main-d'œuvre sont partagées. Ça crée une résilience unique. Alors, si on fait la synthèse de tout ça, que doit-on retenir? L'image de Montréal comme simple capitale de l'aéronautique, aussi prestigieuse soit-elle, est vraiment réductrice. C'est ça. On découvre un écosystème beaucoup plus complexe et robuste, où le civil et la défense se nourrissent l'un d'autre. Et ce n'est pas juste une question de poids économique. Non, pas du tout. Ça sculpte le territoire de manière tangible, au quotidien. Ça influence directement le prix de votre maison, ça justifie une nouvelle station du REM, et ça oriente les programmes de formation à l'université. Un moteur à deux temps qui assure à la fois la stabilité et l'innovation. Exactement. Stabilité en temps de crise et une capacité d'innovation constante en période de croissance. Et pour conclure, une question qui prolonge la réflexion des documents. Ils se sont concentrés sur l'impact économique et urbain, ce qui est déjà énorme. Oui. Mais on peut se demander comment cette double identité, civile et militaire, influence-t-elle l'image de Montréal sur la scène mondiale? Au-delà de sa réputation de ville créative, culturelle, festive, est-ce que cette synergie discrète, mais puissante, change la perception géopolitique et technologique de la ville? Ça lui donne peut-être un poids stratégique qu'on ne soupçonne pas au premier abord.